Chers étudiantes et étudiants, nous voici maintenant à notre 11e leçon du module mathématiques 2. Cette leçon porte le titre de toujours fonction de variables, application de classe C1. Alors, ce qui nous intéressait dans cette leçon sont grosso modo deux choses: parler des dérivées partielles et parler des applications de classe C1. Rappelez-vous, pour les fonctions d'une variable, nous avions défini la définition de la continuité, ensuite de la dérivabilité, la notion de dérivée, qu'est-ce que ça a été de classe C1, puis ensuite classe CK, et ensuite on avait fait un certain nombre de notions, par exemple comme les développements limités, comme les extrémums, un certain nombre de choses de ce type-là. En fait, notre plan de cours sera un petit peu de cette manière-là. Nous allons commencer maintenant par initier cette opération de dérivation dans le cadre des fonctions de deux variables. Cette opération s'appelle en fait des dérivées partielles. Alors, dans toute cette partie, nous allons considérer des applications sur un ouvert U de R2. Et bien sûr, comme on a déjà vu dans les leçons précédentes, tout dépend un petit peu du contexte, mais nous travaillerons sur des fonctions qui sont soit à valeur dans R, c'est-à-dire des fonctions à valeur numérique, ou des fonctions à valeur dans R2, auquel cas on considérera les fonctions composantes. Alors, cette notion de fonction composante est très importante, parce que finalement, elle envoie l'information que nous avons pour des fonctions à deux variables à valeur dans R2 à deux fonctions à deux variables, mais qui sont à valeur numérique. D'où l'importance un petit peu quand même de l'étude des fonctions qui sont à deux variables, mais qui sont à valeur numérique. Tout se ramène finalement à des fonctions qui vont de R2 dans R, grosso modo. Dérivée partielle. Donc, il y a dans cette appellation dérivée partielle le mot dérivé, donc il doit y avoir de la dérivation quelque part, si j'ose dire. Et puis partielle, pourquoi? Parce que on est un peu gêné là. Quand on dérive, dans le cas d'une fonction du variable, on n'a qu'une seule variable, donc il n'y a pas de problème. Ici, quand on dérive, on va dire, on va dériver par rapport à quoi? Nous avons la première variable x, nous avons la deuxième variable y. Donc, c'est pour ça justement qu'on a introduit cette notion de dérivée dite partielle de la manière suivante. Dérivée partielle en un point. Alors, je dis première. Je prends f, une application qui est définie sur l'ouvert U de R2, à valeur dans R ou R2. Donc, comme toujours, je prends un point de coordonnées alpha, bêta, un point de U. Je considère les fonctions φ1 et φ2, les deux applications partielles de f en A. Alors, je rappelle que φ1 de x, c'est égal à f de alpha de x bêta. Je fixe la deuxième variable et je fais varier la première. φ2 de y est égal à f de alpha y. Donc, je fixe la première variable et je fais varier la deuxième. Il est clair maintenant que ces fonctions partielles, φ1 et φ2, sont des fonctions une variable. Vous voyez, il n'y a qu'une seule variable ici. Donc, il n'y a qu'une seule variable, ici la variable x et ici la variable y. Donc, finalement, on va dire l'application f admet une dérivée partielle en A suivant la première variable. C'est pour dire, en fait, je dérive par rapport à x. Si l'application φ1 est dérivable en x. Alors, essayons de voir un petit peu qu'est-ce que ça signifie que l'application φ1 est dérivable en x. En A. Qu'est-ce que ça signifie qu'il est dérivable en A? En alpha, pardon. Alors, dire qu'il est dérivable en alpha, ça signifie tout simplement que je vais faire φ1 de x moins φ1 de alpha sur x moins alpha. C'est le rapport, disons, de croissance de la fonction φ1. Mais φ1 de x, c'est quoi? C'est égal à f de x bêta moins f de alpha bêta sur x alpha. Donc, qu'est-ce que l'on cherche? L'on cherche à dire dire que cette quantité admet une dérivée en alpha, ça revient tout simplement à dire que la limite, quand x tend vers alpha, de f
de x bêta moins f de alpha bêta sur x moins alpha existe et appartient à R. C'est ça tout simplement la définition de, dérivabilité de phi 1. Alors bien sûr, par définition, cette limite, ça se note tout simplement df sur dx en alpha bêta. Alors, le d rond, ça signifie partiel. D rond f sur d rond x, ça signifie dérivée partielle au point alpha bêta par rapport à la variable x. C'est très important. Alors, de même, pour variable en y, je vais dire, qu'est-ce que ça signifie que phi2 est dérivable en bêta? Ça signifie que phi2 de bêta moins, de y moins phi2 de bêta sur y moins bêta, qui est elle-même, cette quantité est égale à f de alpha y moins f de alpha bêta sur y moins bêta, admet une limite quand y tend vers bêta, et cette limite appartient à R. Et, comment notons-nous ceci? On le note tout simplement df sur dy au point alpha bêta. Donc, les notations sont très importantes. Le d rond, ça signifie tout simplement que je fais une dérivée partielle, et quand je fais par rapport à y, donc je dérive la fonction partiellement par rapport à y. Donc, pratiquement, qu'est-ce que cela signifie? Quand j'ai envie de dériver par rapport à x, je suppose que y est constante, et je dérive par rapport à x une fonction d'une variable. De même, quand je veux dériver par rapport à y, je considère que x est une constante, comme si x est une constante, et je dérive tout simplement par rapport à x. Alors, pour voir ça de manière un peu simple, voyez, supposons que vous avez f de xy est égal à x carré moins y carré, c'est juste pour voir, dérivant par rapport à x, donc vous voyez, donc pour nous, y dans ce cas-là est une constante, quand on dérive par rapport à x une constante, c'est nul, et donc dans ce cas-là, df sur dx serait, juste pour, à titre d'exemple, 2x. Et bien sûr, dans ce cas-là, de la même manière, si on veut dériver par rapport à y, je noterai que x est une constante. Quand je dérive par rapport à y une constante, ça donne 0. Donc, ici, df sur dy va être égal à moins 2y. Et donc, je dérive tout simplement. Donc, finalement, cette opération de dérivation partielle, en fin de compte, est une opération très simple. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, on se ramène à dériver par rapport à une variable. Mais en faisant quand même l'hypothèse que, dans le premier cas, la deuxième variable est constante. Là, on dérive par rapport à x. Dans le deuxième cas, la première est une constante et on dérive par rapport à y. Alors, autre cas, par exemple, ici, je prends f de xy, donc me vient à l'esprit, par exemple, cet exemple-là. Je veux dériver par rapport à x. Qu'est-ce que ça me donne? Y est une constante, donc c'est comme si c'était 2 ou 3. Donc y, la dérivée par rapport à x de x carré, c'est 2x, donc j'aurai 2x, et y, c'est la constante. Je veux maintenant dériver par rapport à y. Tout ce qui est en x est une constante. Donc je vais avoir, tout simplement, y quand je dérive par rapport à elle-même, donc j'aurai avoir est égal à x au carré. Très important. Alors, vous voyez un petit peu, cette dérivée va être notée phi1', va être notée df sur dx en a. Parfois, on notera d1f, ou parfois f' indice x, pour mieux dire, je dérive par rapport à x, au point A. Alors, vous voyez, alors, ce que j'ai oublié tout à l'heure de dire, je vais prendre f de x bêta moins f de alpha bêta sur x moins alpha, mais alors là, je vais dire, donc, c'est a de a plus h bêta moins f de alpha bêta sur h. Cela revient à dire, on peut toujours se ramener à 0 par un petit changement de variable. Alors, de même,
On dira que l'application f admet une dérivée partielle en a suivant la variable y. Si la fonction phi2 est dérivable en y égale bêta, cette fonction va s'appeler donc phi2 prime, va être notée df sur dy en a, d2 de f en a, ou f prime par rapport à y en a. D'accord. Et donc, on aura, de la même manière, f de alpha y moins f de alpha bêta sur y moins bêta, comme on vient de voir, ou encore, pour se ramener, on va faire 4 envers 0. Alors, rappelez-vous une chose, généralement, quand on travaille avec ces histoires de variables, de fonctions de variables, quand on veut faire les h et les k, la première variable, ça taux de proportion d'accroissement, le note petit h, et la deuxième variable, le taux de proportion va être petit k. C'est pour dire que, tout à l'heure, vous avez vu, on avait fait f de x bêta moins f de alpha bêta sur x moins alpha. Ici, on va dire f de alpha bêta plus k, et ainsi de suite. Donc, tout à l'heure, c'était x moins alpha, on avait dit h. Ici, c'est y moins bêta, on dit c'est k. Dérivée partielle selon un vecteur. Bon, le problème maintenant qui se pose, c'est que nous avons un vecteur, nous avons une application qui est d'une variable qui va de R2, qui est à valeur soit dans R, soit dans R2. Je prends A un point, je prends U un vecteur non nul. Ce qui nous intéresserait maintenant, on a défini la dérivation par rapport à X. Grosso modo, ça signifie par rapport à l'axe des X. On a défini la dérivation par rapport à Y, grosso modo l'axe des Y. Maintenant, ce qu'on a envie de dire, il n'y a pas uniquement que l'axe des X et l'axe des Y, on pourrait aussi travailler avec d'autres vecteurs. Donc d'autres directions que... Alors, pour faire, je prends un vecteur, mais il faudrait bien sûr qu'il soit non nul, parce que dérivé par rapport à rien du tout, ça n'a aucun sens. Donc, je considère l'application qui va de R, soit dans R2, soit dans R, tout dépend des valeurs prises par F. Et je vais écrire phi de t, c'est quoi? C'est f de A plus TU. Alors vous voyez que A est un élément de R2, U est un élément de R2, T est un élément de R, donc ce qu'il y a ici à l'intérieur est un élément de R2. Alors, bien sûr, il va être défini au voisinage de T égale à 0. On dit que f admet une dérivée partielle en A suivant U si f est dérivable en 0. Alors, écrivant que f est dérivable en 0, c'est que, si vous voulez, on peut le réécrire en disant c'est phi de t moins phi de 0 sur t. Mais c'est quoi phi de t? C'est f de A plus tu. C'est quoi phi de 0? C'est f de A, comme vous le voyez, sur... Donc finalement, cette écriture qui paraissait un petit peu compliquée, en fait on se ramène tout simplement à une fonction d'une seule variable, et ça me donne ceci. Cette quantité est appelée dérivée partielle de l'application f au point A, suivant la direction U. Alors, on pourra montrer ultérieurement ceci pour quelle est la relation entre dérivée partielle par rapport à, selon la direction U, et quel est le rapport avec les dérivées partielles. Alors, premièrement, vous voyez, si on prend U, c'est le vecteur 1, 0, vous voyez que cette écriture-là me permet de dire F, alors A, c'est alpha bêta, plus T, j'appellerai ça 1, 0, donc j'aurai alpha plus T, bêta, mon F de alpha bêta, sur T. Ceci n'est donc que dérivée partielle au point A. De même, si je prends U égale 0,1, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aurai f de alpha bêta, bêta plus t, moins f de alpha bêta sur t, et donc ça va tendre vers df sur dy au point A. Donc, manifestement, par rapport à l'axe des x, c'est la dérivée partielle par rapport à x. Par rapport à l'axe des y, c'est la dérivée partielle par rapport à y. Et par rapport à une droite, je dirais,
Une autre droite, ça va être par rapport à U. Alors, on démontrera éventuellement, bientôt, que si U est égal, je vais dire, je ne sais pas comment je vais noter ça, hein. A, B, C, D. Bon, je noterai ça C ou D par exemple. Bien sûr, CD étant différent de 0, 0. La dérivée partielle D selon U de F en alpha bêta va être C df sur dx en alpha bêta plus D df sur dy en alpha bêta. Donc finalement, si on a les dérivées partielles par rapport à x et y, nous allons obtenir finalement les dérivées partielles par rapport à n'importe quelle autre droite, même s'il n'est pas l'axe des x ou l'axe des y. Par quel moyen? Tout simplement, c'est comme si j'avais fait le produit scalaire entre le vecteur u et le vecteur qu'on appelle gradient de f. Donc ça aussi c'est intéressant à rappeler. Hein, donc vous le trouvez souvent en physique. Hein, donc rappel. Gradient de f en alpha bêta, c'est le vecteur df sur dx en alpha bêta, df sur dy en alpha bêta. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que d, u, f en alpha bêta, c'est égal à u, si j'ose dire ici au point scalaire, un grade de f en alpha bêta. Donc, c'est quelques petites notations vectorielles, que l'on aura à faire. Application dérivée partielle première, soit f une application définie sur l'ouvert u de R2 à valeur dans R respectivement R2. On suppose que les dérivées partielles df sur dx et df sur dy existent en tout point de u. On a donc de nouvelles applications qui AXY associe df sur dx, qui AXY associe df sur dy. Donc, c'est un peu le cas des fonctions à une variable. On avait une fonction f, on obtient une nouvelle fonction f'. Or, ici, cette opération de dérivation, en fait, on a deux. Donc, à une application f, on va maintenant avoir deux applications. La première, c'est la dérivée par rapport à x. La deuxième, c'est la dérivée par rapport à y. On dira que f est de classe C1 sur U, si seulement si les nouvelles applications appelées df sur dx et df sur dy sont continues sur U. Alors, petit exemple d'application C1, je prendrai l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, f de xy égale à x carré moins y carré. Alors, manifestement, c'est une fonction polynomiale, donc il est continu. Si on fait la définition de la dérivée partielle, on a montré que df sur dx est égal à 2x, df sur dy égale à moins 2y. Manifestement, ici, les dérivées partielles aussi sont polynomiales. Donc, la fonction f est de classe C1. Sur quel ensemble? Puisqu'il n'y a aucun problème sur R2. Alors, bien sûr, on verra que toutes les fonctions polynomiales vont être de classe C1, mais en fait, on verra dans une leçon prochaine, on verra qu'elles sont de classe C infini. Ça signifie qu'on pourrait les dériver autant de fois que l'on veut. Encore faut-il savoir ce que c'est que de deuxième dérivée, troisième dérivée. Parce qu'il ne faudra pas oublier une chose, on n'a pas une notion unique de dérivation ici. À chaque étape, nous avons deux dérivations. Non pas comme dans les premières leçons où on avait des fonctions qui étaient de la variable réelle, donc il y avait une seule dérivée. Ici, il y en a deux. Donc, qu'est-ce que c'est que maintenant des dérivées secondes? Bon, on verra la leçon prochaine. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une fonction de classe C1? C'est une fonction dont les dérivées partielles sont toutes les deux continues. Notation, C1 UR et C1 UR2, c'est l'ensemble des applications de classe C1 sur U. Opération sur les applications de classe C1. Donc, on verra, en fait,
on a plusieurs opérations. On a la somme, nous avons le produit, mais attention, quand c'est possible, le produit quand c'est possible, c'est-à-dire si l'une est à variable réelle, on ne peut pas faire le produit de deux fonctions qui sont toutes les deux à valeur dans R2. Et puis on peut faire aussi le rapport, mais ça on le verra un petit peu tout à l'heure. Maintenant, ce qu'on a envie de faire, c'est prendre quelques exemples, quelques exercices pour mieux voir ceci. Alors, cette leçon est très importante et en fait, il est un peu difficile parce que toutes les écritures sont un petit peu compliquées. Mais le principe est simple. Alors, je vais prendre la fonction maintenant, exemple 1. F de xy égale à x carré plus y carré sinus 1 sur racine de x carré plus y carré. Bien sûr, vous voyez que pour que cette fonction puisse être définie, il faudrait ici que xy soit différent de 0, 0. Et puis on suppose que c'est égal à 0 si xy égale à 0, 0. Alors, on a envie de faire quoi? On a envie de dire, d'abord, cette fonction, est-ce qu'elle est de classe C1? Est-ce qu'elle est d'abord continue? Et puis, est-ce qu'elle est de classe C1? Sur R2, ou sur uniquement un ouvert de R2. Donc, les questions ici sont nombreuses. Alors, première chose, nous voyons ici que nous avons un problème en 0, 0. Alors, donc, première étape, sur R2 moins 0, 0, qu'est-ce qu'on a? La fonction, c'est la composition de plusieurs choses. C'est la fonction qui a xy associe, vous voyez, racine de x carré plus y carré. Manifestement, est une fonction qui est de classe C1 parce que c'est la composition de la racine et de x carré plus y carré. Alors, bien sûr, puisque je travaille sur R2 moins 0, 0, je lui associe 1 sur racine de x carré plus y carré. Donc, ce quotient-là ne laisse invariant cette notion de C1 puisque nous travaillons toujours en dehors de 0, 0. Je compose avec la fonction sinus 1 sur racine de x carré plus y carré. C'est une composition avec ceci. Donc, ça me donnera encore une fonction de classe C1 qui elle-même, je produis ça par une fonction. Vous voyez, je fais le produit par x carré plus y carré, sinus 1 sur racine de x carré plus y carré. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que notre fonction, ici sur R2, moins 0, 0, s'entend, bien sûr, que c'est, vous voyez, c'est la composition, c'est la somme, c'est le quotient, c'est le produit de fonctions qui sont toutes de classe C1. Donc, déjà, sur R2, moins 0, 0, nous sommes assurés que cette fonction est de classe C1. Problème, que se passe-t-il en 0? Alors, avant de voir fonction de classe C1, voyons d'abord, est-ce qu'au moins c'est continu? Parce que si elle n'est pas continue, ce n'est pas la peine de continuer à voir les dérivées. Bon. Je sais que f de xy est majoré par, vous voyez ici, tout simplement par x carré plus y carré. Qui est une, donc en fait, si vous voulez, ceci c'est norme, si on veut parler encore de norme 2 au carré. Donc, si ceci, à l'intérieur, est inférieur à racine de epsilon, ceci est inférieur à epsilon. Donc, effectivement, cette écriture-là entraîne que limite, quand xy tend vers 0, 0 de f de xy, égale justement à 0, qui est égal par définition à f de 0, 0. Moralité, f est continu en 0, 0. C'est la première étape. Alors, maintenant, pour voir cette histoire de dérivée partielle, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons étudier le rapport. Alors, attends. f de x0 moins f de 0, 0
sur x. Cette quantité est égale à combien? Alors, vous savez que f de x0, hein, c'était x carré plus y carré sinus 1 sur racine de x carré plus y carré. Si je pose y égale à 0, qu'est-ce qui va me rester en haut? X au carré, sinus 1 sur valeur absolue de x, parce que racine de x carré c'est ça, et puis je divise encore par x. Ça me donne x sinus 1 sur valeur absolue de x. Alors bien sûr, cette quantité est encore inférieure à valeur absolue de x, donc tend vers 0 quand x tend vers 0. Moralité, df sur dx en 0, 0 égale à 0. Alors, il va sans dire que cette expression étant symétrique en x en y, parce que x carré plus y carré plus x carré, on peut montrer maintenant que df sur dy en 0, 0, c'est aussi égal à 0. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à voir? Ce qui nous reste à voir maintenant, est-ce que df sur dx est continu en 0? Alors, pour cela, première étape, calculer df sur dx, on a un point xy avec xy différent de 0, 0. Vous allez dire, comment on va le faire? Ben, tout simplement, vous avez f de x, y, égale à x carré plus y carré, sinus 1 sur racine de x carré plus y carré. Vous dites, je veux faire une dérivée partielle par rapport à x, ben, y est une constante. Donc, vous avez maintenant le produit de fonction, la composition de fonction, une fonction. Donc, je vous laisse quand même trouver cette dérivée partielle et voir, on a df sur... Alors, si vous voulez, c'est pour x différent de 0, 0, hein, n'est pas continu en 0, 0. Alors, bien sûr, c'est même pas la peine de le voir pour y, même si ils sont symétriques. F n'est pas C1 en 0, 0, c'est-à-dire sur R2. C'est-à-dire, mais F est C1 sur R2, comme on l'a déjà vu auparavant. Donc, vous voyez, F n'est pas C1 sur R2, mais il est quand même C1 sur un sous-ensemble de R2 qui est R2 moins 0, 0. Vous savez que les singletons sont défermés. Quand je prends R2 moins 0, 0, c'est le complémentaire d'un fermé va être un ouvert. Donc, effectivement, F est bel et bien C1 sur ce fermé-là. Alors, on va prendre maintenant un autre exemple pour voir. Alors, cet exemple-là, c'est toujours le même style. F de xy égale x au cube, sinus x au cube plus y au cube. Vous voyez, on change un peu de style sur x carré plus y carré. Toujours si xy est différent de 0, 0. Et bien sûr, on définira 0 si xy égale 0, 0. Bon. Est-ce qu'elle est continue? Manifestement, oui. Pourquoi? Parce que je peux dire que cette quantité sinus, vous savez qu'au voisinage de 0, 0, dans un voisinage de 0, la fonction sinus t en valeur absolue est majorée par valeur absolue de t. Donc, nous obtiendrons sinus x au cube plus y au cube, qui est majoré par valeur absolue de x au cube plus valeur absolue de y au cube. Donc, en fin de compte, on peut montrer que, finalement, que f de xy, alors, va être majoré par quoi? Deux fois, en valeur absolue, par deux fois, racine de x carré plus y carré. Donc, cela montre tout simplement que f de xy tend vers 0 quand xy tend vers 0, 0, ce qui assure déjà que la fonction est continue en 0, 0. Alors, je n'ai pas fait comme tout à l'heure, ce n'est plus la peine de le faire. Sur R2 moins 0, 0, que se passe-t-il? Ben, je vais dire encore comme tout à l'heure, à xy, j'associe x au cube plus y au cube.
composition, j'associe sinus de x au cube plus y au cube. Et enfin, par division, je lui associe sinus de x au cube plus y cube sur x carré plus y carré. Toutes ces fonctions-là pour x, y différentes de 0, 0 sont de classe C1. Pourquoi? Parce que, bon, x au cube, y au cube, c'est des fonctions polynômes. X carré, y carré, c'est une fonction polynôme. La fonction sinus est une fonction C infini. Donc, en fait, déjà, cette fonction, il n'y a pas de problème sur R2 moins 0, 0. Le seul problème que nous avons, c'est de voir ce qui se passe en 0, 0. Bon, on est obligé maintenant de calculer df sur dx en 0, 0. Alors, pour ce faire, nous devons faire quoi? Nous devons faire f de x 0 moins f de 0, 0 sur x. Mais ça va me donner quoi? C'est sinus x au cube sur déjà x au cube. Ça vient de la définition de ceci. Ça, c'est 0. Donc, c'est x au cube parce que j'avais x carré fois x qui est égal. Alors, ça, je sais maintenant quand ça tend vers 1, quand x tend vers 0. Ça, vous voyez, de la forme, c'est sinus u sur u. C'est déjà une identité qu'on a utilisée souvent. De même, df sur dy en 0, 0. Mais ça, on peut facilement le voir. C'est une écriture qui est symétrique en x et y. C'est f de 0, y. Mais je voudrais quand même que vous le voyez vous-même. Hein. L'important, c'est que vous le voyez être fait devant vous. C'est de la même manière. C'est sinus y au cube sur y au cube qui tend vers 1. Donc, df sur dx en 0, 0 égale à 1. df, donc ça, on l'encadre. df sur dy en 0, 0 égale à 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste à voir tout simplement, premièrement, dériver en dehors de 0, 0. Et ensuite, voir si les dérivées partielles sont continues. Alors, exercice, hein, montrer que df sur dx est continu en 0, 0. Et de même, df, alors, la même manière que vous faites pour df sur dx, vous allez faire pour df sur dy, puisque les expressions et l'expression de f est symétrique. Df sur dy, la même chose en 0, 0. Moralité, f, dans ce cas-là, est de classe C1. Maintenant, sur R2. Alors, ce n'est pas comme tout à l'heure, où on avait sur R2 moins 0, 0. Alors, un autre exemple qui va nous montrer un petit peu comment ça se passe. Je prendrai maintenant f de xy égale à sinus x carré. J'espère que ces exemples-là sont assez édifiants. Sinus y au carré. Vous voyez, je divise par racine de x carré plus y carré. Alors, bien sûr, si xy est différent de 0, 0, donc déjà, apparemment, cette expression peut paraître compliquée. En fin de compte, une fois qu'on a bien compris comment ça se passe, ce n'est pas si compliqué que ça. Donc, 0, si xy égale 0, 0. Bon, maintenant, ce qui nous intéresse, j'ai oublié aussi, hein, comme tout à l'heure, si on travaille sur 0, 0, c'est, vous voyez ici, x carré est C1. Composé avec la fonction sinus qui est C infini, ça va être au moins C1. En fait, ça va être C infini. Y carré, C1. Composé avec sinus, donc ça va rester C1. Racine de x carré plus y carré ne s'annule pas quand xy est différent de 0, 0. J'ai le droit donc de diviser, et le rapport, ça va être de classe C1. Donc déjà, f, on sait que f est C1 sur R2 moins 0, 0. Alors, LSR2, il est R2 sur 0, 0. On va voir maintenant les dérivées partielles. Dérivées partielles en 0. 0, 0. On doit faire donc le rapport f de x 0 moins f de 0, 0 sur x. Rappelons-nous, c'est quoi f de x 0? Vous voyez, sinus 0, 0, donc j'aurai sinus x carré sur quoi? Sur valeur absolue de x. Donc, sinus x au carré sur valeur absolue de x, et j'ai encore x. Ah, maintenant, on commence à avoir des problèmes. Alors, si x est positif,
Donc, ça va tendre vers. Si x est positif, vous allez avoir, de la forme sinus u sur u. Ça va tendre vers 1. Donc, x tend vers 0 plus. Ça va tendre vers, quand x tend vers 0 moins, qu'est-ce qui va se passer? Ben maintenant, quand x tend vers 0 moins, cette quantité va être égale à moins x. Donc, j'aurai moins sinus x carré sur x carré. Or, sinus u sur u tend vers 1. Donc, ça va tendre vers moins 1. Moralité, ce rapport n'admet pas de limite, puisqu'il admet deux limites, une à droite et une à gauche, qui sont différentes. Alors, qui est différente, hein, donc, df sur dx en 0, 0 n'existe pas. Donc, ce n'est même pas la peine de parler de dérivée partielle. Donc, ce n'est pas la peine de parler de fonction ici de classe C1. On peut développer beaucoup d'exemples de ce type-là, autant que l'on veut. Bon, je peux vous donner par exemple, laisser comme exercice déjà f de xy est égal à x carré, valeur absolue de y. Est-ce qu'elle est de classe C1 sur R2? Réponse, elle n'est pas de classe C1 sur R2. Alors, il y a une chose qui est quand même très très importante, qui est très important à dire, en ayant développé un petit peu cette notion de classe C1, mais il y a un problème qui se pose. Si f, dans le cas d'une variable, si f est dérivable, alors nécessairement f est continu. La question qui se pose, a-t-on toujours le même résultat? Si f admet dérivée partielle par rapport à x ou admet dérivée partielle par rapport à y, est-ce que la fonction va-t-elle être continue? Réponse, f peut admettre des dérivées partielles en un point sans même y être continu. Très important. Ça dit donc, la notion de dérivée partielle n'a pas la même, je dirais, la même force que la notion de dérivée dans le cas d'une variable. Dans le cas d'une variable, dérivable entraîne continu. Ici, dans le cas de variable, admet dérivée partielle n'entraîne pas nécessairement continu. Vous allez trouver un petit peu, quand vous consulterez un petit peu le site Netuno pour voir un petit peu les informations que l'on a, vous allez voir tout simplement un exemple de fonction qui admet des dérivées partielles et qui n'est même pas continue en un point donné. Donc faites très attention. La notion de dérivée partielle ici est une notion qui est assez faible par rapport à la notion de dérivée. On verra dans une leçon prochaine quelle est la notion, entre parenthèses, qui correspondrait, moi je parle toujours au conditionnel, qui correspondrait au cas dérivable. Donc c'est très très important de faire attention. Alors maintenant, on va finir un petit peu ce cours en disant, si f et g sont de classe C1 sur U, lambda et mu de réel, la fonction lambda f plus mu g va être aussi de classe C1 sur U. Si f et g sont toutes les deux à valeur réelle, je sais faire le produit, il est de classe C1, mais même si une des deux, exactement, je ne dirais pas les deux, est à valeur dans R2, le résultat est toujours valable en disant que, tout simplement, une qui est à valeur numérique, l'autre à valeur dans R2, ça marche très très bien. Le produit dans ce cas-là est bien défini et dans ce cas-là, la fonction va être aussi de classe C1. Alors, de même, si j'ai envie de diviser, vous voyez, 1 sur g, moi j'ai fait ça tout à l'heure, quand j'avais écrit un petit peu les fonctions, j'avais 1 sur racine de x carré plus y carré. C'est une fonction qui a valeur réelle. Donc, s'il est de classe C1 sur U, et si elle ne s'annule pas, c'est la condition toujours importante, il faudrait, pour que je puisse faire la division, il faudrait quand même que la fonction ne s'annule pas, et donc, j'aurai ceci. Enfin, une manière algébrique de dire tout ceci, c'est que l'ensemble C1, quand c'est à variable réelle, c'est une sous-algèbre. C'est-à-dire, j'ai la somme, j'ai le produit par un scalaire, et j'ai le produit de fonction. Quand c'est ceci. Alors que dans R2, j'ai uniquement la somme, et j'ai le produit par un scalaire. Éventuellement, je peux faire le produit d'une fonction qui est à valeur réelle avec une fonction qui est à valeur non R2.
Ainsi se termine notre leçon sur les applications de classe C1. Pour plus d'informations et pour plus de renseignements, veuillez vous connecter sur le site de Netuno, cliquez sur MedNetu Project et merci.